Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Ce vendredi, c'est une journée de commémoration, une journée d'hommage aussi aux victimes des attentats du 22 mars. Il y a eu des cérémonies à l'aéroport et à la station Malbec. Pascal Smet, bonjour. Bonjour. Vous étiez à Malbec ce matin. On y a ajouté sur le mur de la station les noms des 16 personnes qui y sont décédées. C'était un symbole fort. Oui, et il ne faut pas oublier, pour les familles, pour les personnes concernées évidemment, mais pour les familles aussi, c'est un drame. Hein. C'est quelque chose qui est arrivé dans leur vie brutalement et c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'est la dignité des victimes qui étaient là, mais aussi dans les interventions, le positivisme. Continue de croire dans la société, continue de croire dans l'espoir, dans l'amour comme la seule réponse qu'on peut donner à la haine. Et ça, je pense, c'est très fort que les victimes ou les familles des victimes peuvent exprimer ça d'une façon comme ça. Et dans ce sens-là, c'est important qu'on prévoit pas seulement un mur avec un dessin qui fait de commémoration, mais aussi le nom de personnes. Comme ça, on n'oublie jamais et on sait qu'il y a un visage, qu'il y a une vie qui est perdu dans cet acte de haine, finalement. Ouais. L'année dernière, certaines victimes craignaient que la STIP ne veuille passer trop vite à autre chose, qu'elle oublie trop rapidement. Non, c'était très limité. La STIP n'a jamais eu l'intention, je peux témoigner ça. Ils sont très concernés. D'ailleurs, la STIP, il y avait des gens de la STIP qui étaient dedans aussi. Mais indépendant de ça, tout le monde est concerné. Ça fait partie de l'histoire, si je peux dire comme ça, de la vie de la STIP. Il ne veut pas effacer. Non, il ne faut pas oublier, il faut commémorer. Voilà. Après, il faut construire Bruxelles, le Bruxelles de l'avenir. On va aller aux élections dans 2 mois. Ce sera l'occasion de placer des choses dans ce contexte-là. Vous serez tête de liste pour One Brussels SPA, une liste rebaptisée. Alors avant tout, avant d'en parler, est-ce que vous n'avez pas peur de la confusion avec B1, qui est la liste menée par Abou Jaja? Non, je crois qu'il y a une différence. One Brussels, c'est très clair. C'est une liste de Bruxellois engagés, des gens indépendants, beaucoup. Presque la moitié des personnes sur la liste sont des Bruxellois engagés avec une histoire, avec une vie, avec une expérience, soit comme travailleurs de rue, soit comme journalistes, ou soit comme Globaroma, par exemple, Else Rochette de Globaroma. Qui est deuxième de liste. Qui est deuxième de liste, qu'on a voulu quand même un signal très fort, quelqu'un qui est concerné avec la vie quotidienne des Bruxellois qui ont difficile, les gens sans papier, ou les gens avec des papiers, mais difficiles, mais souvent sans papier, ou des gens à la recherche des papiers. Et on a voulu cette ouverture puisqu'on croit qu'il faut dépasser les partis politiques classiques. Il faut une alliance des gens qui veulent avancer Bruxelles, qui veulent être fiers sur Bruxelles. Et on dit, c'est pas un parti politique, c'est une déclaration de l'amour à Bruxelles. Mais quand on est en amour avec quelqu'un, on voit aussi les défauts. Et on veut vraiment améliorer Bruxelles et redonner pas seulement une ambition, mais une fierté. Et One Brussels, c'est une ville-région. On veut fusionner les 19 communes avec des districts, mais en même temps, une ville pour chacun et chacune où personne est abandonné et qu'on prend tout le monde ensemble vers un avenir commun qu'on construit en commun. Oui, vous parlez d'un mouvement plutôt que d'un parti et ça rejoint un peu le phénomène de tous ces candidats d'ouverture qu'on voit sur tous les autres partis. Dans le soir de ce matin, on en interviewait 5 de ces candidats et ce qui ressortait, c'est qu'ils se disent surtout motivés par l'impression d'être un mouvement charnière avec la montée des populismes, la mobilisation climat, la rupture de confiance encore plus accentuée envers le politique. Vous avez l'impression qu'on a un basculement aussi ? Mais il faut être un reflet de la société. Et moi, je n'appartiens pas à dire à ceux qui disent que toutes les politiques sont mauvais. Il y a des mauvais dans la politique, c'est clair. Hein? Mais il y a des gens engagés aussi dans la politique qui veulent avancer, qui veulent améliorer la vie quotidienne. Il faut cette coalition of the willing, cette coalition de gens qui veulent gagner, qui veulent redonner cette fierté. Et là, il faut ouvrir, et pas avec des créatures politiques ou des gens à la recherche d'une carrière politique. Non, et ça, on a vraiment voulu avec des gens qui ont une expérience dans la vie quotidienne des Bruxellois, qui sont des vrais Bruxellois, pas des créatures politiques, puisque franchement, on n'a pas besoin de ça. Est-ce qu'on va les écouter dans les partis? Évidemment, mais regarde, nous, on a fait une co-construction de notre programme. On a organisé 4 soirées où il y avait plus de 300 personnes présentes, beaucoup non SPA, beaucoup de nouveaux gens, des nouveaux têtes, si je peux dire comme ça, avec des idées, et ça nous a inspiré le programme qu'on a construit ensemble, et on ne va pas arrêter avec les élections. One Brussels, maintenant One Brussels SPA, mais One Brussels va continuer et doit
doit devenir, en certaine manière, un mouvement de référence pour les Bruxellois. Ouais. Mais vous êtes connu pour ne pas avoir votre langue en poche, et ça ne vous a pas fait que des amis. Est-ce que vous avez l'impression que dans les partis politiques, dans le monde politique d'aujourd'hui, on est prêt à entendre des voix dissonantes ? Mais ils doivent. Je crois que les gens en ont marre des hommes politiques qui parlent et disent rien. Ils veulent que tu es authentique, que tu crois ce que tu dis et que tu fais ce que tu dis. Et ça, c'est important. Tu sais, moi-même, j'ai eu des années difficiles. Hein, ici à Bruxelles, on était dans la tempête, on est allé contre le courant, mais on est resté et on a été cohérent. Et maintenant, on peut montrer les résultats. Et maintenant, même ceux qui ont signé des pétitions contre moi, ils m'écrivent des lettres pour s'excuser, puisqu'ils disent « Heureusement, tu as tenu debout. Et heureusement, et on était en erreur. » Il avoue ça. Ça, je trouve chic de ces gens aussi, des Bruxellois, de le dire. Et maintenant, ce qui est important, il y a de nouveau un mouvement en avant à Bruxelles. Ça s'améliore à Bruxelles sur plusieurs endroits, sur plusieurs choses. Ça ne peut pas s'arrêter. Et ces élections maintenant, c'est soit on est dans un mouvement en retard, ou soit on est dans un mouvement en avant. Et on doit aller en avant avec Bruxelles et donner cette fierté bruxelloise qui est en train de se naître. On doit renforcer ça. Ouais, il y a le parti régionaliste et multilingue pro-Bruxelles qui a renoncé à se présenter cette fois-ci. Il était aux 2 élections précédentes. Mais il aura un candidat sur la liste écolo. Est-ce que vous auriez pu accueillir ce candidat-là ou est-ce que vous avez des contacts On a eu des contacts avec eux, avec des autres. Ils étaient mitigés. Et parfois, tu sais, les gens choisissent des choses. Je sais qu'il y a des pro-Bruxelles qui nous soutiennent. Il y a d'autres qui soutiennent écolo. Même chose avec Jump, qui a maintenant retrouvé le MR. On a eu des contacts avec eux aussi. C'était très bien, mais bon, parfois les gens font. Je pense que le maire est un peu en détresse maintenant, puisqu'ils sont en retard. C'est le mouvement en retard maintenant à Bruxelles sur plusieurs questions. Et on doit réécrire Bruxelles. Et ça, on doit faire avec tous les gens, dans tous les partis qui sont en avant. Maintenant, on est encore dans les partis différents. J'espère à terme qu'on peut vraiment regrouper les gens qui pensent la même chose dans un mouvement. Comme ça, on peut renforcer l'un et l'autre. Bruxelles a besoin de ça. Ouais, le spectre de la NVA qui serait majoritaire, c'est quelque chose qui vous fait peur ou pas ? Non, je crois dans l'action qu'on a fait et je crois que l'appel doit être fait maintenant aux francophones, aux Bruxellois d'origine francophone, si je peux dire comme ça. C'est que leur voix a beaucoup plus d'importance quand ils votent côté néerlandophone. Puisque là, ils sont 1 de 50 000. Côté francophone, ils sont 1 de 450 000. Ça veut dire que le poids d'une voix individuelle est beaucoup moins entendu. Et maintenant, avec notre liste, on a des francophones purs et durs, si je peux dire comme ça, sur notre liste, quand même moins 5 personnes qui sont francophones. On est ouvert, on est multilinguel, on est anglais, francophone, néerlandophone et bruxellois surtout. Et j'espère que cette alliance peut aussi convaincre des Bruxellois qui parlent français, qui jusqu'à présent avaient une certaine réticence de voter pour une partie qui est à la base néerlandophone, de dépasser. Et finalement, c'est un acte bruxellois. C'est un acte de confiance en Bruxelles de le faire. Alors, dans le programme de One Brussels, il y a détrôner la voiture, enfin, dans le manifeste qu'il donne. Oui, oui. La mobilité, c'est un dossier difficile que vous gérez depuis le début de la législature. Lorsqu'on voit les chiffres de l'enquête fédérale sur les déplacements domicile-travail qui sont sortis hier dans le soir, on constate une forte hausse du vélo. Est-ce qu'on en a fait assez pour répondre aux besoins de ces usagers-là ? Oh non, on peut faire plus, mais parlons des chiffres. Le nombre de transports en commun a doublé. Record, plus que doublé. On est 417 millions de voyageurs. Le nombre de cyclistes a doublé. Le nombre d'automobilistes qui prennent la voiture pour aller à Bruxelles a diminué fortement. Et maintenant, j'ai dû encore, les dernières années, un combat un peu, même parfois ridicule, pour construire des pistes cyclables. Rappelez Alain Courtois qui a voulu se mettre sur le seul avenue Roosevelt. On a tenu debout. On a fait beaucoup de pistes cyclables. À certains moments, les Bruxellois ont trouvé que je faisais trop de travaux publics. Mais moi, je crois qu'on doit continuer maintenant avec la construction de pistes cyclables séparées, sécurisées et surélevées. On voit maintenant que les mentalités bruxelloises ont changé. C'était pas facile, c'était un combat, mais les chiffres sont clairs. Le bilan de ce gouvernement en termes de mobilité, en termes de chiffres, c'est clair. Oui, on a encore trop de voitures, puisqu'il y a encore trop de nafteurs qui prennent la voiture pour travailler à Bruxelles. Et ça va être un des grands défis pour le prochain gouvernement, mais ça doit être dans la même
direction qu'on a fait maintenant. Ouais, mais est-ce qu'on n'est pas dans une conception, par exemple, des pistes cyclables, vous en parliez, qui est déjà dépassée par le phénomène? On a vu les vélos électriques arriver. Les pistes cyclables, elles se laissent la place pour un vélo. Il n'y a pas moyen de se déplacer, sauf en roulant souvent sur le trottoir lorsqu'elles sont surélevées. Est-ce que finalement, le temps de gestation de ces pistes cyclables fait qu'on n'est pas dépassé par des nouveaux besoins? Mais quand on regarde les pistes cyclables qu'on est en train de faire de la petite ceinture, c'est des pistes cyclables de nouvelle génération. On lève carrément une bande pour les voitures, on élargit les trottoirs, on donne beaucoup d'espace aux cyclistes bidirectionnels. Et à un certain moment, comme c'est dans la rue de la Loi, il y a un choix qui doit être fait. Il faut encore enlever une bande supplémentaire et donner ça aux cyclistes. Même chose rue Billiard. Oui, ce choix doit être fait. Et ça veut dire aussi, pas seulement supprimer des bandes pour des voitures, mais aussi supprimer des stationnements. Mais regarde encore la réaction à Etterbeek de Vincent de Wolf avec son collège contre le piste cyclable Mérode de Montgomery, qui est demandé par les cyclistes, qui est nécessaire pour augmenter le nombre de cyclistes sur cette route entre Mérode et Montgomery. Et quand même, tu as une réaction réactionnaire encore. Et oui, il y a encore des réticences, mais il faut continuer à se battre et il ne faut jamais oublier, c'est pas puisque je suis contre les voitures, mais je suis pour les gens. Et de plus de place on donne aux cyclistes et piétons, de plus de cyclistes et piétons on va avoir. Et heureusement, de plus en plus de Bruxellois ont compris que la qualité de l'air, la qualité de vie va en pair avec plus de place pour les cyclistes. Ouais, les Bruxellois utilisent de plus en plus les trottinettes électriques et ça pose des problèmes. Plusieurs communes sont dépassées face à la gestion de ce parc de bicyclettes, de trottinettes. Saint-Josse veut limiter à 4 emplacements le stationnement des trottinettes. Qu'est-ce que vous répondez? Mais le gouvernement décide. On a fait heureusement une ordonnance que c'est la région qui va décider. On a demandé à chaque commune de donner leurs souhaits, leurs demandes et on va maintenant en train de les analyser. Et sur base de ça, on va proposer dans certains endroits probablement des zones de concentration, peut-être dans certaines zones de no drop-off. Mais ce qu'on ne va pas faire, c'est arrêter ces nouvelles méthodes. Je ne suis pas d'accord que c'est un mode de déplacement pour les bobos capitalistes comme un bourgmestre a dit. Ce n'est pas le cas. C'est quelque chose qui est bien pour la première et la dernière mile. Je veux aussi qu'à l'avenir, les vélos électriques free floating vont arriver à Bruxelles. Et sur base de ça, on s'inscrit dans une modernité. Il faut régler. Mais il y a quelque chose qui me frappe. La réalité avec les trottinettes est le suivant. Les trottoirs sont trop petits. Ce n'est pas le trottinette qui est le problème. C'est que les trottoirs, aussi à Saint-Georges par exemple, qui sont trop petits. Et là, il faut élargir les trottoirs. Moins d'espace aux voitures. Et ce qui me frappe aussi, c'est quand c'est une trottinette, on veut immédiatement interdire, mais quand c'est une voiture qui se gare sur le trottoir, sur une traversée pour les piétons, je n'entends pas dire qu'il faut interdire la voiture. Ça, je n'entends pas dire. Alors, un peu de cohérence. Et maintenant, on va continuer avec ça, régler, je suis d'accord, et surtout faire appel aux utilisateurs, qui sont aussi des Bruxellois, d'avoir respect de la côte-route. On est au bout de cette interview, donc c'est vraiment en un mot. Les chantiers, on en a beaucoup parlé pendant toute la législature. Lundi doit entrer en vigueur l'ordonnance sur la gestion des travaux publics. Qu'est-ce que ça va permettre de gagner comme temps sur la réalisation d'un chantier qui sont souvent très très longs? On fait plus de coordination, bien entendu. Maintenant, on indime quand ils se trouvent trop longs. On a changé la législation. On fait des contrats de bonus-malus, mais surtout, on peut travailler de 6 h du matin jusqu'à 10 h du soir pour les longs chantiers en double shift. Et ça veut quand même dire qu'on peut accélérer énormément. Ça fait quoi, 50% de durée en moins, ça? Pour certains chantiers, ça peut être comme ça, mais il ne faut jamais oublier la 40 jusqu'à 70% des travaux, ce n'est pas fait par nous, par la région ou par une commune. Ce sont les impétrants, Vivaquois, Sibelga, Proximus. C'est eux qui prennent jusqu'à parfois 70% du temps. Et là, on doit encore aller un pas plus loin. Maintenant, ils viennent chacun avec son propre entrepreneur qui ouvre, ferme le chantier. Là que les gens disent que ce n'est pas coordonné. Oui, c'est coordonné, mais ils viennent chacun avec Donc ça prend du temps. Oui, il faudrait un seul entrepreneur. Voilà, vous avez compris. Je crois un entrepreneur généraliste grillé par Sibelga et Vivaquois, ça va accélérer les choses encore. On a fait beaucoup, mais on peut faire encore plus. Et le résultat de tout ça est, Bruxelles est mieux maintenant, mais ça peut pas s'arrêter. Voilà, et donc ça continuera après les élections avec un nouveau gouvernement. Merci d'être venu sur ce plateau, merci de nous avoir suivis. Demain, vous avez rendez-vous avec les experts. Belle fin de journée à tous.